D'abord, un grand merci de l'invitation. C'est à la fois un grand plaisir de voir l'appel qui est fait aux sciences sociales et en même temps un sentiment de responsabilité. Je ne suis pas sûr qu'on soit complètement à la hauteur des attentes qui sont les vôtres, mais on essaye de faire notre boulot petit à petit. C'est un peu comme si, du côté des sciences sociales, on faisait venir un médecin et qu'on lui demande de représenter l'ensemble de la diversité, de la complexité des sous-disciplines qui sont dans les sciences sociales, grand Dieu, surtout entendues au sens très large, sciences sociales et humaines, de la psychologie à la sociologie, à l'anthropologie, traversées par toute une série de courants. C'est un espace complexe. Mais ceci dit, j'accepte bien volontiers d'essayer de relever, sinon le défi, en tout cas l'invitation, d'éclairer quelques éléments sur les incertitudes. Alors, il y a quelques années, il y a 10 ans, était organisé à Paris un colloque auquel était invité Harvey Levenstein, que je vous ai mis en photo ici, qui est un collègue canadien. Harvey Levenstein s'est amusé à prendre les recommandations du ministère de la Santé aux États-Unis depuis les années 30 et à les regarder avec les connaissances acquises en nutrition 10 ans après. 1930, on est sur une tentative d'une politique de santé publique basée sur la science. On est en situation de crise et on envoie des messages vers les gens qui sont des pauvres, en situation de précarité, on dirait aujourd'hui. Et on envoie 2 messages. Le premier, c'est éviter les fruits et les légumes. Et l'argumentation, c'est ça contient que de la cellulose non digestible et un peu d'eau. Et le deuxième message qu'on envoie, c'est préférez les bas morceaux, ils coûtent moins cher et ça contient plus d'énergie, ils sont plus gras. La conception dominante de la nutrition de cette époque, c'est une conception énergétique. Pour autant, je dis la conception dominante parce que les vitamines, on a déjà commencé à les découvrir, les éléments minéraux, on commence à... Mais tout ça, c'est, j'allais dire, dans le bruit d'une science qui émerge. La science dominante, elle, est encore celle qui est stabilisée, celle qui est dans les agences, celle qui est dans les cabinets, est encore une discipline, une science bâtie sur une vision énergétique. 10 ans, je vous disais, Harvey Levenstein est à Paris, et tout ce que la nutrition contre d'élégants, et j'en vois ici qui y étaient, écoute ce discours. Je saute là, c'est simplement pour vous dire qu'il y avait des commissions qui se réunissaient dans les années 30 pour essayer de savoir à quel niveau calorique les pauvres pourraient-ils vivre. Ouais, c'est très intéressant. Jusqu'à quel niveau? Alors, un de nos collègues lui dit « Mais enfin, Harvey, nous avons fait beaucoup de progrès. » Il répond « Mais oui, mais c'est ce qu'on dit à chaque fois. Et c'est ce qu'on pouvait dire il y a 10 ans. Et si on compare ce qu'on s'est raconté aujourd'hui et ce qu'on racontait il y a 10 ans, on voit comment les choses ont bougé. Et on voit bien également combien on a le sentiment d'avoir passé une étape. Et j'avais envie de vous dire, et la suivante, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va aller faire avancer la science? Est-ce que c'est dans l'inscription, la désinscription de cet embodiment ou printing ou je ne sais trop quoi, qui peut-être rendra caduque toute une série de velléités d'intervenir auprès des individus parce qu'on aura trouvé une manière de désinscrire ou de réinscrire? Ce que je vous propose, c'est peut-être de réfléchir à la question des révolutions scientifiques et à la façon de gérer l'incertitude et d'assumer les responsabilités, de s'enthousiasmer, parce qu'on voit bien comment des choses s'ouvrent, et en même temps, inscrire ça dans une perspective longue, à la fois dans le passé, qui nous apprend à mieux comprendre ce à quoi nous sommes confrontés, mais également dans ce que pourrait être le futur. Et comment gérer ça? Comment le gérer scientifiquement? Comment le gérer politiquement?
comment administrer l'avancée de la science. Notre science contemporaine, elle a des discussions. J'ai le souvenir des premières réunions où il s'agissait de faire le premier guide PNNS et où des nutritionnistes solides étaient là et disaient « Putain, si on prend une pyramide, on ne va pas s'entendre. » Et vous savez les discussions qu'il peut y avoir. Quelle révolution nous sommes en train de vivre. Et aujourd'hui, on a mis une focale sur l'épigénétique. Mais la nutrigénétique, la nutrigénomique ouvre des fenêtres, même si, et c'était son rôle. Claudine nous a calmés en disant il faudra du temps, il y a beaucoup de travail à faire, etc. Mais oui, mais en même temps, des fenêtres s'ouvrent qui vont changer les connaissances. Ça mettra du temps. Enfin, qui aurait pensé qu'on puisse, grâce à Internet, aller dans les bibliothèques, prélever avec un copier-coller dans un livre dont on n'a qu'un exemplaire à la National Public Library. Mais qui aurait pensé ça il y a seulement 15 ans? On se moquait tous au début. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'une grande banalité. Des fenêtres s'ouvrent, une révolution. Alors j'ai décidé de changer de métier. Je vais faire incertitudologue. Et c'est en lisant la revue Prescrire que je me suis décidé de changer. Alors j'abandonne la sociologie, hein, c'est un scoop pour ceux qui... Et je vais donc... Je pense qu'il y a un créneau. Alors, je vais travailler en 3 temps. Je vais essayer de voir ce que ça change, ce que vous avez dit ce matin, pour nous, les sociologues. Mais peut-être pour nous, globalement, dans le secteur de la santé publique. Et ça change pas mal de choses. Donc, je vais essayer de projeter un petit peu quelques éléments. Puis ensuite, venir un peu dans la sociologie des sciences et la façon dont on pourrait mieux comprendre ces révolutions scientifiques, mieux les accompagner, mieux les assumer les uns les autres. Et puis développer l'idée qu'à côté du principe de précaution, peut-être il y a un principe que je voudrais qualifier de principe de circonspection, qui pourrait être un peu le pendant équilibrant de ce principe de précaution, qui est à la fois utile, mais en même temps parfois un peu critiqué. Alors, quelle conception nous avons du social? La conception dominante est une conception environnementaliste dans le domaine de la santé publique. Je me suis amusé à rajouter ornementaliste, parce que de temps en temps, nous jouons les clowns blancs, nous jouons les pots de fleurs. Mais ce n'est pas une critique, hein, je suis très heureux de faire le chrysanthème. Hein. Donc, conception environnementaliste. Nos amis américains du Nord utilisent une conception écologique. Alors, ça va tout à fait le même sens qu'en français. Hein, c'est-à-dire, on place l'individu, puis la famille, puis autour de la famille, la profession, puis la ville, puis etc. Et le social et la culture. Ce que vous venez de faire, ce que vous êtes en train de faire, c'est de faire exploser cette grille de lecture. Et quand on essayait d'avancer dans cette grille de lecture, on avait un peu de mal à se faire entendre. Qu'est-ce qui se passe? On avait une vision de la socialisation, nous aussi, allez, je me mets avec vous. La socialisation, c'était un individu qui naissait, et puis vas-y, je te lui mets du truc dedans, les parents qui l'éduquent, la télé, l'école, la religion, et de temps en temps, on a encore envie d'en mettre. Hein. Vous avez vu tout à l'heure comme vous étiez impatient. Et les processus, le social, vous venez de le mettre ailleurs. On vient de le mettre ailleurs. Le social, il est dans des modèles alimentaires. Ces modèles alimentaires ont un impact sur la santé de la mère, de l'enfant, mais à l'échelle des sélections, à l'échelle des populations, il y a des effets de sélection génétique, il peut y avoir des effets d'activation, et c'est toutes les fenêtres qui ont été ouvertes. Mais le social, il est dans des modèles d'esthétique, il est dans des modèles de rapport au plaisir. Et puis, nous voyons apparaître donc ces triples échelles, cette triple temporalité, pardon, que les avancées de la nutrigénomique, de l'épigénétique et de la nutrigénétique ouvrent. J'étais allé un peu vite en besogne, j'ai voulu faire le malin avec un truc très, très organisé.
Moi, j'ai biberonné. Morin était mon directeur de thèse. Et dans les années 80, 90, on biberonnait à un truc qui faisait un peu rigoler, pour être franc, dans certains milieux des sciences sociales. C'était le truc de la bio-psycho-socio-culturelle dimension de l'homme. Elle se dessine là, avec d'autres outils. Et on voit des avancées scientifiques sérieuses qui nous invitent à revisiter cette question. Revisiter cette question de la nature humaine et du rapport entre le biologique et le social, avec des lieux de lecture formidablement nouveaux. Alors, la question de l'espace social alimentaire, c'est quelque chose que j'ai développé pour essayer de comprendre ces relations d'interaction entre le biologique et le social. La grande difficulté, c'est que dans l'alimentation, il y a de tout. Et donc, il faut essayer de faire un peu artificiellement ce tri pour essayer ensuite de redésigner où sont les frontières. Et je ne vais pas vous... mais il y avait un élément ici sur lequel j'aime attirer l'attention, c'est une fois que dans l'espace de liberté laissé par le statut d'omnivore, omnivore avec un H, comme Fischler l'a osé, à savoir que ce n'est pas seulement un rat, c'est un omnivore culturalisé. Ce statut d'omnivore, qui a des contraintes biologiques, que vous connaissez de mieux en mieux, mais aussi une certaine liberté de choix. Cet espace de liberté fait qu'on peut faire des choix sans conséquences biologiques à court terme, parfois sans conséquences du tout. Et ces choix expriment une identité sociale, expriment des différences. Et ces différences, elles font marcher la société. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes goûts, et c'est pour ça qu'on a intérêt à se rencontrer, et qu'on a la gestion de la différence et de l'identité. Alors, ces dimensions culturelles, elles se lisent dans l'ordre du mangeable, le culinaire, les habitudes de consommation, etc., etc. Ce que vous ouvrez à l'échelle des populations, à l'échelle de la grossesse, à l'échelle de la vie de l'individu, c'est que ça a aussi un impact sur les caractéristiques biologiques. Et que là, on a une des avancées les plus intéressantes. Mais il y a des avancées de l'autre côté aussi. C'est que des choix alimentaires que nous faisons ont des impacts écologiques. Nos amis les Japonais adorent les ailerons de Toinsei chinois, les ailerons de requins, et c'est un vrai problème pour les requins. Surtout que quand les classes moyennes émergent au Japon, les ailerons de requins sont des marqueurs sociaux. Et là, il n'y aura pas assez de requins. Hein. Il va falloir changer. Alors les Japonais, ils adorent le thon, mais comme ils sont très riches, on va peut-être trouver des solutions pour qu'ils continuent à manger du thon. Cette diversité des modèles alimentaires, elle se traduit dans des choses simples comme celle-là. Vous voyez la diversité des... Vous avez en marron, la moyenne des pays occidentaux, ramenée à 100. Vous voyez le Japon qui surconsomme certains produits. Vous voyez cette diversité, c'est probablement une des grandes chances. C'est une ressource et c'est une des grandes chances pour affronter les crises alimentaires. Biodiversité, ethnodiversité, là nous avons une diversité culturelle liée à l'alimentation. Alors, je termine avec ces fenêtres qui sont en train de s'ouvrir. On a beaucoup développé de travaux sur aliments consommés, facteurs de risque. Puis on commence à voir l'idée que les facteurs de risque pourraient être aussi impliqués face à des combinatoires d'aliments. Et on voit ici que ce n'est pas seulement je mange de la peau de tomate et ça me protège des maladies cardiovasculaires, mais que ça s'inscrit dans des repas, et que ces repas, ils s'inscrivent peut-être globalement dans des choses plus larges encore, qui sont des modèles alimentaires, eating patterns, disent nos amis anglo-saxons. Et que là, on a du travail à faire, et on voit bien comment ces fenêtres temporelles ouvertes nous invitent à regarder ces évolutions et ces contacts, ces influences des modèles alimentaires sur les facteurs de risque. Alors, le challenge qu'on va avoir à faire, c'est que tout ce que vous découvrez nous amène à développer et à accentuer des phénomènes d'individualisation du rapport à l'alimentation.
Et en même temps, on se rend compte que l'individualisation, la réflexivité des rapports à l'alimentation, c'est peut-être pas génial. Ce que notre ami appelait pas très bien manger tout à l'heure, on voit qu'il y a des phénomènes de régulation qui s'inscrivent dans le social. Manger ensemble. Quand je mange devant vous, je ne peux pas manger le cassoulet à même la boîte. D'ailleurs, il y en a qui se lèvent la nuit pour le faire. Et ça s'appelle night eating syndrome. Et donc, quand je suis en face, quand on a dans le social, il y a des mécanismes régulateurs. Le challenge auquel on va être confronté, c'est comment c'est cette individualisation qui va être poussée, accélérée par les connaissances scientifiques, par des produits qui pourraient être adaptés à comment, face à ça, eh bien, on va maintenir, organiser, réarticuler les dimensions sociales de l'alimentation. La nutritionnalisation, mais aussi le désir de minceur, vont engager un mouvement vers l'individu, mais on a des mouvements compensatoires, comme la politisation de l'alimentation, sa patrimonialisation, le souci environnemental, et qui sont des signes d'affirmation de la responsabilité et du lien social que nous établissons avec les futures générations et avec les générations du Sud ou les générations d'ailleurs. Je termine cette partie. Dans cette réflexion entre intervention en population générale, ou face à un facteur de risque, allez, on fait bouger tout le monde, et une approche en population cible dans laquelle on vient parler à ceux qui sont concernés, voire des situations dans lesquelles on peut combiner, on voit bien comment, ici, cette réflexion pourrait nous inviter à identifier des gens qui auront plus de risques que d'autres. Vous vous rappelez de Petrus Krabanek, avec cette bombe-là, ou ce pavé dans la mare, la fin de la médecine à visage humain, dans lequel il disait, entre autres, et dicter des prescriptions générales, et les prétendre valables pour tout le monde, pour le monde entier, est aussi stupide qu'inquiétant. Et il nous invitait, et on peut revisiter un petit peu cette question, sur l'adaptation à des cibles particulières. La deuxième partie va concerner, je vais essayer de la faire un peu vite, ne m'en voulez pas. Alors, quand on est scientifique, vous l'êtes, j'essaye de l'être, on respecte un certain nombre de principes. Et Robert Merton, qui est un sociologue américain, qui s'est le premier intéressé au fonctionnement du monde scientifique, dégageait 4 grands principes qui articulent et qui organisent le monde scientifique. L'universalisme, la science ambitionne de produire des connaissances générales. Communalisme, les scientifiques partagent entre eux et à l'échelle internationale donnent leurs découvertes et on leur rend en attachant leur nom à ces découvertes-là, en les citant, en les respectant. Désintéressement, déconnexion d'intérêt, et s'il y en a, objectivation des connexions d'intérêt, et puis scepticisme organisé, c'est-à-dire qu'on review les papiers, on discute, on n'est pas d'accord, on fait des mises en débat de façon à solidifier les connaissances au cœur même du dispositif. C'est ce qu'on appelle le contrôle par les pairs. Et puis Canguilhem, qui est un des grands philosophes des sciences contemporains, français, disait « La science est un discours normé par sa rectification critique ». On est nombreux à partager cette grille de lecture et en même temps, on sait que c'est un poil plus compliqué. Les apports de la sociologie des sciences contemporains nous amènent à pointer les limites de la perspective mertonienne. Alors, on va avoir ici un certain nombre de critiques qui vont être développées. La première, c'est la logique d'intérêt est compliquée à isoler de façon binaire entre absence d'intérêt et intérêt. D'abord, on peut graduer les intérêts. Les agences ont essayé, la Haute Autorité de Santé a essayé de distinguer toute une série de graduations dans l'intérêt. Mais vous voyez que cette lecture est une lecture qui place l'intérêt en dehors de la science et pas dans la science. Or, un des apports principaux de la sociologie des sciences, c'est de nous montrer qu'il n'y a pas de désintérêt.
il y a des formes différentes d'intérêt. Et que le désintérêt peut être une stratégie d'intéressement. Le deuxième élément, c'est que la sociologie des sciences nous invite à regarder les controverses et à les regarder comme un des lieux où la science avance et pas comme un des ratés de la science ou un truc qu'il faudrait mettre sur le côté. À les regarder autant que nous regardons les consensus. Les consensus sont très utiles et c'est la thèse que je vais développer. Conférences de consensus. Mais quand on fait des conférences de consensus, on a tendance à scénariser ce qui marche bien. Et tout ce qui ne rentre pas trop dans le truc, on le met de côté. Et l'intérêt des conférences de consensus, plus des approches en controverse, c'est d'essayer de voir où sont les lignes de fracture. Alors, la sociologie des sciences s'intéresse aux mécanismes sociaux qui viennent influencer le travail de la science. Il y a des mécanismes sociaux qui sont faciles à voir, ils sont politiques, ils sont économiques, c'est du lobbying. Mais il y a des mécanismes sociaux qui sont internes à la science. Et elle nous invite à les regarder. Et là, il y a deux grandes écoles. Il y a une première école, très prestigieuse, autour de Bloor, Collins, et en France, Latour, Calon, qui défendent ce qu'ils appellent le programme fort. C'est une lecture assez radicale, fortement critique, et pour lequel l'accent est mis sur le processus de construction de la science. Et là, il me faut 2 minutes. Tout à l'heure, Claudine nous expliquait un petit peu des éléments de base. Il y a un principe fort dans cette question, dans cette grille de lecture, c'est ce qu'ils appellent le principe de symétrie. Et le principe de symétrie consiste à regarder la façon dont s'impose une vérité, non pas sur le fond, mais sur les processus sociaux qui l'accompagnent. De la même façon qu'on va regarder un principe faux qui peut s'imposer momentanément. C'est-à-dire que la thèse qui est défendue derrière, c'est que ce soit vrai ou faux, il y a tout un ensemble de processus d'influence, de lobbying interne, externe, qui concourent à imposer une vision. Ça débouche quand même sur un certain relativisme. Je n'appartiens pas à cette grille de lecture, je la lis avec beaucoup d'intérêt, d'enthousiasme, mais elle me semble être un peu embarquée dans une lecture relativisme de la science et un peu pessimiste de la science. La posture que je défendrai est celle d'un contextualisme modéré, qui distingue un noyau dur de la science, alors il peut être petit, et un espace d'influence. Ce noyau dur relève d'une épistémologie cognitive et l'autre relève d'une analyse des contextes. J'ai essayé de le développer dans un livre qui s'appelait « Sociologie de l'obésité », donc je vous invite à faire l'acquisition rapidement. Qu'est-ce qu'une controverse ? Puisque c'est ça qui va nous intéresser, les consensus, on connaît bien. Qu'est-ce qu'une controverse ? C'est des positions contradictoires étayées par des arguments scientifiques légitimes. Scientifiques légitimes, ça veut dire publiés dans des bonnes revues contrôlées par les pairs. Et voilà, Popper nous disait, mettait l'accent sur le caractère provisoire des vérités scientifiques, en nous disant que quelque chose est vrai tant que ça n'a pas été infirmé. Et il parlait du principe de falsification. Alors, je vais vous faire voir une controverse que vous aimez tous. C'est la controverse entre système géocentrique et système héliocentrique. Et la controverse, elle est là. Elle est intéressante à étudier. Les philosophes se régalent de ça. Les historiens des sciences s'en régalent. Galilée fait une proposition, et puis on lui dit « Coco, ça ne va pas du tout ce que ça va pas du tout ce que tu nous présentes. Comment peux-tu imaginer que Dieu qui a créé l'homme à son image puisse l'avoir mis sur une petite planète périphérique du système solaire ?» Donc, il rabat, il écrase, puis il va trouver un argument, il va rentrer dans la discussion, pas argument scientifique, un argument qui va être d'ordre même presque théologique. « Mais dites-moi les gars, est-ce que c'est vraiment écrit ça ou est-ce que c'est nous qui l'interprétons ?» Et il engage un dialogue, science, religion. Et ça redéfinit les espaces entre le savoir scientifique
Ça ouvre le savoir scientifique et le savoir religieux. Ça nous plaît beaucoup. On passe d'un monde clos au monde infini, selon cette belle expression, titre d'un grand philosophe. Rappelons-nous les résistances aux découvertes, le contrôle par les pairs. Voici la copie du petit Galilée qui prétend que la Terre tourne autour du Soleil. J'ai mis 0, moi aussi. Notre notation est donc juste. Barber parle de la résistance de la science aux évolutions scientifiques. Dans les sciences dites solides, notre collègue me rappelait que la médecine avait une certaine mobilité, une souplesse du bas du dos, une certaine adaptation à la réalité. De temps en temps, on aime bien se moquer des sciences sociales, en disant, putain, dans les sciences sociales, ils ont 36 paradigmes en concurrence, j'en écoute un autre, j'ai pas la même chose, etc. Oui, c'est des disciplines qui sont multiparadigmatiques. C'est-à-dire que les paradigmes ne s'épuisent pas totalement, et il y a des concurrences. Sans doute parce que l'objet sur lequel on est d'une complexité qu'on a du mal à réduire. Et il y a donc différents types de controverses. Elles sont intéressantes, ces controverses. Mais dites-moi, les méthodes d'amaigrissement, ça ne ressemble pas à des sciences sociales? Le régime du camp, hyperprotéique, et des réapparitions comme ça, qui, somme toute, peuvent nous intéresser. Alors, on va essayer de regarder qu'est-ce que c'est que ces controverses. Si j'ai une attitude positiviste, la controverse, ça n'a aucun intérêt. C'est une situation intermédiaire entre une vieille théorie et une nouvelle qui s'impose. Et donc, c'est quelque chose à mettre au compte, perte et profit de l'histoire des sciences. Ça, c'est bon pour les philosophes ou les historiens. Mais si j'ai une lecture constructiviste, alors c'est l'endroit où se construit, où se met en débat, mais c'est aussi l'endroit où je peux regarder les processus d'influence fonctionner. Et les processus d'influence, il y en a plusieurs. Il y a un premier problème contre lequel c'est très difficile de lutter, c'est le déni ou le masquage des controverses. Le masquage des controverses, il y a des rapports de domination dans l'univers scientifique. Et ces rapports de domination, quand on a un certain âge, qu'on contrôle, qu'on est à la tête de revue, etc. Merton déjà commençait à parler de ce qu'il appelait l'affiliation cognitive. Et je soutiens des gens qui développent des idées qui sont proches des miennes. Je lis avec un plus grand intérêt ces travaux et je dis, putain, ça c'est bon, ça va dans le bon sens. Le bon sens de la science. Vous voyez l'intérêt où il va se nicher? Où il pourrait se nicher? Il peut y avoir des influences politiques, extérieures, économiques à la science. Mais il y en a dans la science. Alors comment on étudie ça? Eh bien on l'étudie avec un matériau divers. Le travail des scientifiques, les revues. Mais les positions des lobbyistes sont très intéressantes aussi. Parce que les lobbyistes ne sont pas tous dans le même sens. Quand la science avance, elle bouscule les intérêts en place. Et elle fait réagir. Et les réactions, c'est déjà des choses intéressantes. La presse, la façon dont les émissions de télévision vont thématiser cette question, la recevoir et la travailler. Je vais prendre un exemple parmi les différentes controverses qui peuvent être étudiées sur l'obésité. Je n'en prendrai qu'une. Je vais prendre le nombre de morts attribuables à l'obésité. Ces deux collègues ne sont pas des perdreaux de l'année. C'est vraiment des gens qui sont très, très, très cités et qui font autorité dans le champ. C'est eux qui ont avancé l'idée que plus de 300 000 personnes, il y avait une surmortalité de 300 000 personnes aux États-Unis, liées, disait-il, à des mauvaises habitudes alimentaires. Eux ne parlent pas explicitement du poids. Ils sont systématiquement cités, à tel point qu'ils sont suffisamment énervés pour envoyer un courrier qui va être publié par le New England, dans lequel ils disent « Ne nous citez pas comme ça, c'est une citation à contresens, ou en tout cas à faux sens ».
Et puis il y a ce combat de titans entre Ali Mogdad, dont vous avez vu toutes les enquêtes qui vont mesurer la surmortalité pour arriver à ce point culminant en 2004 de 400 000 morts. Et puis Catherine Flegal, là aussi on est dans des poids lourds, tous les deux sont au CDC. On est dans une controverse. Ça va être publié dans la même revue dans laquelle on rêve tous de publier. Même niveau scientifique. Et elle, 25 000 morts, divisé par 15. C'est une controverse. Cette controverse, elle est extrêmement importante. Extrêmement importante. En tant que sociologue, je ne vais pas me placer sur le fond. Je constate simplement qu'il y a une controverse. Mais je constate également que ce que retiendra la presse, ce que retiendra les scénarisations de la question de l'obésité, c'est le premier, et pas le second. Je constate également que quand en 1998, on va modifier... 2 minutes, il me reste? Parfait. En 1998, on va modifier le glissement de la frontière entre le poids normal et le surpoids, qui était à 27,6 pour les hommes, 27,3 pour les femmes, et qu'on va ramener tout à 25, l'argument qui est derrière cela, c'est l'équivalence entre surpoids et obésité. Et c'est le modèle de Mogdad. Or, le modèle de Flegal considère que entre 25 et 27, ce n'est pas de la surmortalité, mais c'est de la sous-mortalité à partir de 50 ans. Deux modèles épidémiologiques en concurrence. Sauf qu'on voit bien comment les applications, ensuite, et la généralisation, la diffusion de l'information, peut avoir des conséquences. Dans la nuit, en 1998, 35 millions d'Américains sont devenus en surpoids. Construction sociale d'une question. Alors, il me reste 2 minutes, je vais vite les prendre. Hein. Vous voyez, c'est ça. C'est où ça, ici, entre 25 et 29. Pour elle, il y a une part qui est de sous-mortalité, une part qui est sur-mortalité. C'est une controverse. Elle est vraiment intéressante. Est-ce qu'elle peut s'arbitrer? Mettons de la science dessus, mettons des moyens. Arbitrons cette question. Comment on pourrait interpréter ça? On pourrait dire, il y a des intérêts derrière tout ça. Je vais vite, c'est l'industrie pharmaceutique. C'est l'agro-industrie. C'est les politiques publiques. C'est les politiques agricoles même. Comment se fait-il qu'un McDo, qu'un Big Mac aux États-Unis coûte moins cher qu'une salade? Parce qu'il y a de la subvention publique. C'est la faute des obèses eux-mêmes. C'est la faute des amaigrisseurs, qui sont des irresponsables. C'est la faute des parents, c'est la faute de la presse, c'est la faute des acteurs de la mode, des consultants, des ayatollahs du PNNS, des chercheurs eux-mêmes, des sociologues, qui servent la soupe à l'industrie agroalimentaire, en valorisant le plaisir, posé comme un régulateur pour vous faire bouffer les cochonneries. Est-ce qu'on peut sortir du jeu de chaise musicale? Passer dans un partage de responsabilité et de se dire qu'il y a probablement de la responsabilité de ces différents acteurs dont on vient de parler. Je saute là-dessus. Hein. Principe d'indépendance. C'est une fiction. C'est une fiction. Je sais que je provoque en disant ça. Hein. Mais même avec le travail extrêmement fin qui a été fait à la haute autorité de santé, qu'est-ce qu'on regarde? Il y a près de 10% de collègues qui n'ont pas de lien d'intérêt. Prenons acte de ce double bind dans lequel est la recherche française, mais la recherche mondiale. D'un côté, on nous invite à collaborer avec l'industrie, au titre que l'argent apporté par l'industrie amplifie l'effort de recherche publique, au titre qu'il
il y a un tas de choses qui roupillent dans les armoires du CNRS ou de l'INSERM et qui pourraient être utiles, créer de la valeur, créer de l'emploi, créer du bien-être. Et de l'autre côté, ceux qui font ce genre de choses se retrouvent dans la situation où on les stigmatise comme vendus à des intérêts particuliers lorsqu'il s'agit de faire de l'expertise. La question, c'est pas les intérêts, c'est la régulation des intérêts. C'est comment on crée des situations pour réguler les intérêts. Ce que nous croyions au départ, la position de Merton, c'était « je déclare mes intérêts et ça se fait tout seul ». Non. C'est comment on met en place des dispositifs. Principe de précaution, je termine, le risque, le prix à payer, le prix à payer d'une non-gestion, c'est ça. Qui a à gagner à voir discréditer les institutions internationales sur ce modèle-là? Qui a à gagner? En tout cas, pas nous. Alors, ça, je termine avec le principe de circonspection, qui s'inscrit dans le scepticisme organisé dont nous parlions tout à l'heure, et qui utilise les controverses pour venir compléter la lecture des consensus, pour essayer de voir comment elles s'arbitrent, pour essayer de voir comment, derrière les controverses, des intérêts particuliers se glissent. Cette analyse des intérêts doit être faite, et l'arbitrage des intérêts, mais également pour voir où les efforts de recherche peuvent être portés, et pas seulement sur ce qui fait consensus. Les outils de la régulation, c'est bien d'un côté l'expertise qui hiérarchise, et de l'autre côté le controverse qui repère les lignes de partage. Le point sur lequel il convient d'être attentif, c'est les formes d'instrumentalisation de la controverse. Mais c'est un élément de la régulation. Je termine. Ça permet d'arbitrer les logiques d'intérêt, d'accompagner la thématisation et d'identifier où faire porter l'effort de recherche. Merci de votre attention.